Amis expatriés, amis des expatriés, bonjour. Toute l'équipe de l'Expat Lab d'Expat Communication est très fière aujourd'hui de vous accueillir pour vous présenter les résultats de cette enquête santé expat menée avec la CFE et April International. L'enquête qui est devenue la référence maintenant des données sur la santé de tous ceux qui sont partis s'installer à l'étranger et qui néanmoins gardent encore des liens avec leur pays d'origine. Donc pour se soigner, ça crée des situations très particulières qui méritent d'être analysées avec attention. Donc pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir en plateau Rachida Kassi, qui est la directrice de la communication de la Caisse des Français de l'étranger, et Henri Baltia, qui est le directeur commercial d'April International. Et nous avons également Albine Orio, Albine, qui est la directrice de l'Expat Lab d'Expat Communication et qui donc va commenter, présenter ces résultats recueillis auprès d'un très large nombre d'expatriés. Avant de fouiller ces résultats qu'on attend tous avec impatience, première question pour vous, Henri. La April International est partenaire de cette enquête. C'est une décision importante pour April dans sa stratégie. Et pourquoi donc ? En effet, bonjour Alix, bonjour à toutes et à tous. Le fait de participer à ce baromètre est particulièrement important pour April International. Nous collaborons ensemble depuis de très nombreuses années parce que notre souci permanent est de mieux comprendre les besoins de nos expatriés, ce qui nous permet, le cas échéant, d'adapter nos produits, mais également nos services. Merci Henri. Donc, écoutez ces clients. Et en plus, Rachida, à la CFE, vous êtes partenaire depuis le tout début de ce baromètre. Pourquoi celui-là ? Une enquête, on comprend, mais pourquoi celle-là ? Parce qu'aujourd'hui, c'est, j'ai envie de dire, l'une des seules enquêtes, si ce n'est la seule enquête qui a cet historique. On est sur la 8e édition, ça fait presque 10 ans maintenant que nous avons recueilli ces besoins d'expatriés ou de Français qui résident à l'étranger, qui sont très importants pour la CFE comme pour April International. Et donc on a cet historique, on a ces points de comparaison et ça nous permet de nous continuer à donc prendre la température et essayer de continuer à nous adapter de manière toujours plus agile et toujours plus rapide. Et en plus, vous êtes partenaire, April et la CFE, sur un certain nombre de sujets. Il y a de plus en plus de partenariats ? C'est Henri qui va nous répondre. Donc, comme tu le vois, Alix, Rachida et moi étions prêts à répondre ensemble parce qu'effectivement, c'est un partenariat qui est solide. C'est un partenariat de longue date. April International est par exemple guichet unique de la CFE. Nous remboursons et traitons au nom de la CFE tous les remboursements de nos clients qui sont en complément de la CFE. Et nous lançons sous peu un nouveau produit qui va mieux répondre encore aux besoins du marché en complément de la CFE. Ça, c'est pour le mois de juillet, on y est presque. Et c'est un produit pour les Français qui résident à l'étranger. Alors en fait, on est effectivement partenaire de longue date et donc grâce à ces enquêtes, on peut continuer à s'adapter. La preuve, donc la sortie de ce produit, Health International, je crois, MHI, en tout cas on le dit en interne, c'est un produit qui va permettre pour nous, CFE, de continuer à transposer le modèle français, donc la sécurité sociale, donc à l'étranger la CFE qui fait office de sécurité sociale, et April International qui va faire office de complémentaire, de mutuelle, comme on l'emploie souvent en France, et donc qu'on se fasse soigner à l'étranger ou en France, on va continuer à transposer ce modèle et ça va être complètement transparent pour nos assurés communs, c'est que avec la carte vitale d'un côté et la carte de tiers payant d'April International, en venant se faire soigner en France lors de séjours temporaires, ils vont pouvoir pleinement continuer à se faire rembourser et ne pas peut-être avancer les frais, ne pas avoir avancé les frais. Donc ça, c'est aussi toujours très important. On développe des offres, mais on développe aussi des services pour répondre aux besoins de nos assurés. D'où l'importance de mesurer très finement, comme on le fait là, les besoins du marché. On va surtout maintenant se concentrer sur ces résultats. Première chose, Albine, de très nombreuses réponses, puisque l'enquête a été envoyée à plus de 200 000 Français de l'étranger et expatriés dans de très nombreux pays.
Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce panel? Oui, donc en effet, c'est pas un simple sondage de 200 personnes sur Instagram, hein, soyons clairs. On l'a diffusé, comme a dit Alix, à plus de 200 000 personnes et on a obtenu plus de 6 400 réponses avec un excellent taux de complétion de 59%. On l'a diffusé donc au mois de mai sur une période de 2-3 semaines. Par différents biais, donc on l'a diffusé bien sûr aux adhérents de la CFE, d'April, mais aussi aux expatriés d'Alstom et par différents médias partenaires et bien sûr sur les bases d'Expat Communication. Et on a obtenu aussi, il faut le savoir, plus de 22 000 verbatims, donc des verbatims très très intéressants dont on reparlera, mais qui enrichit vraiment cette enquête. Et parmi les 6 400 réponses, la représentation est de plus de 80 pays. Voilà, quelque chose d'important aussi à mentionner. Merci beaucoup. Oui, donc avec un volume qui permet de commencer à faire des analyses par pays. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de beaucoup plus de réponses que dans un sondage classique qui concernerait que les Français. Ça, c'est la spécificité des enquêtes sur les Français de l'étranger. À chaque enquête, donc il y en a 4 par an, l'enquête santé est une des enquêtes du baromètre Expat Communication, 4 enquêtes, une enquête santé, chaque fois on demande aux expats comment ils vont, et ça c'est la première question à Albine, quel est le moral des expatriés? Alors, le moral des expatriés, il faut savoir que cette année, il est de 70,9 sur 100, donc plus important que l'année dernière à la même époque, il était de 69 sur 100. Donc une hausse quand même, c'est plutôt bon signe. Mais attention, on remarque quand même des différences hommes-femmes principalement. Donc vous voyez que chez les hommes, le moral est bien plus élevé que chez les femmes. Et si on regarde par persona, on se rend compte que le moral est bien supérieur chez les salariés détachés et les indépendants, voilà. Donc et bien sûr, on remarque comme à chaque enquête, pour les conjoints accompagnateurs, le moral est un peu plus bas. Et on remarque aussi cette année que chez les VIE, VIA, donc les très jeunes, il y a ici une baisse de morale par rapport à l'année dernière. Ça, ce sera intéressant. On va creuser tout à l'heure ces écarts par genre notamment. Avant d'aller plus loin sur l'enquête et de plonger dans la santé, cette baisse de morale, Rachida, toi qui es très souvent sur le terrain, est-ce que c'est quelque chose que tu constates? Cette hausse de morale, par contre, ce contraste en fait. Alors moi, je détaillerai peut-être plus finement. Alors c'est très important d'avoir un score comme ça global et de pouvoir justement le suivre d'une année sur l'autre. Moi, ce que j'observe sur le terrain, c'est que ça bouge relativement vite. Et effectivement, il y a cette différence entre personnes, entre personas, entre genres, mais en fonction des territoires. Je veux dire, l'année dernière, il faisait très bon vivre au Moyen-Orient, et puis là, depuis le début d'année, on peut observer une baisse de morale. On va observer la même chose côté Amérique du Nord. Donc nous, on le suit vraiment de très près, et donc forcément l'actualité géopolitique nous frappe de plein fouet, puisque on va tout de suite avoir une incidence sur soit des pays en guerre où les personnes vont se dire je me rends compte que je suis bien ou mal assurée, et donc je vais m'en occuper. Et donc voilà, donc on essaye aussi d'être présent là où l'actualité nous le demande. Donc oui, les personas, mais aussi évidemment des évolutions géographiques très fluctuantes. Ce qui est étonnant, c'est que cette moyenne continue à s'élever avec des disparités géographiques qui restent toujours très fortes, mais il y a une continuité dans le niveau de morale. Si on maintenant plonge enfin dans le cœur de cette enquête santé, la première chose qu'on regarde toujours, c'est le niveau de couverture. Est-ce que les Français de l'étranger et les expatriés sont bien couverts pour leurs dépenses de santé? Ça paraît évident de se dire que oui, mais c'est pas toujours si simple. Albine, qu'en est-il cette année?
Eh bien, écoutez, la bonne nouvelle quand même, c'est que 93% des répondants ont une couverture santé. Et la question qu'on aura posée, bien sûr, c'est comment sont-ils couverts. Donc là, on y a identifié que c'était la CFE plus la complémentaire qui représentait à 40% des répondants. 33% ont uniquement la CFE et 10% ont une assurance locale. Alors, ce qui frappe aussi également, c'est le budget. 56% dépensent plus de 200 € par mois pour leur santé. Et surtout, on a identifié que 71% la financent entièrement de leur poche. Donc voilà, c'est pas anodin. Donc c'était des chiffres qui nous semblent importants de noter ici. Oui, on est loin de l'image de l'expat d'entreprise pour lequel l'ensemble de la couverture santé est payée par l'entreprise. Ça existe, mais c'est une minorité et ça, c'est quelque chose qu'on constate vraiment de plus en plus dans ces enquêtes. Par rapport à ça, il y a une population très spécifique dont on parlait, c'est les VIE, Henri Baltia. Eux, comment est-ce qu'ils sont couverts ? Alors, chez April International, nous connaissons très bien les VIE puisque nous sommes partenaires de Business France depuis près de 15 ans. Nous assurons leur accompagnement et leur protection sociale en dehors de la France depuis de mémoire 2012. La couverture est très bonne et on remarque que la population VIE, à laquelle nous accordons énormément d'attention, avec des communications adaptées, avec des tableaux des garanties qui tiennent compte de ce profil de population jeune qui n'a pas nécessairement les mêmes besoins qu'une population adulte. On remarque que les VIE sont satisfaits de leur couverture et globalement, effectivement, très contents de la manière dont ils sont accompagnés à l'international. Pour autant, au niveau du moral, je rejoins parfaitement Rachida. Il y a bien évidemment des différences en fonction de la zone géographique au sein de laquelle se trouvent ces VIE. Et là, c'est vraiment partout dans le monde. Donc, ils n'échappent pas, bien évidemment, aux aléas de la vie politique, des troubles géopolitiques et autres. Et de l'augmentation des prix du loyer, mais ça sera l'enquête de cet été. Rachida, en introduction, tu nous disais la CFE permet d'être un peu comme la sécurité sociale, parfois April comme une mutuelle. Ça, c'est des notions en fait hyper françaises, et c'est votre rôle de permettre de retrouver ce cadre à l'étranger ? Bien sûr. En plus, complètement, c'est vraiment d'avoir cette sécurité. Je rappelle quand même que le système français est un système assez particulier. Il est c'est un système de mutualisation, donc tout le monde est couvert. Et donc à l'étranger, en fonction des pays où l'on va résider, on va pas nécessairement retrouver le même système. Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand je vois effectivement que les assurés déclarent payer plus de 200 € par mois leur couverture santé. Aux États-Unis, on est sur un système complètement privé où pour une famille ou même quelqu'un de solo, plutôt jeune qui ne va pas consommer, la santé va lui coûter dans les 10 à 15 000 €. Je laisserai plutôt peut-être Henri rebondir là-dessus. Mais donc du coup, 200 €, ça peut nous paraître beaucoup, mais en même temps pas assez. Et puis en fait, encore une fois, le coût ne s'évalue pas comme ça, il s'évalue sur que couvre ce montant. C'est surtout ça qui est important et c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Enfin, c'est ce que les Français en tout cas doivent comprendre. C'est que avant, tu le disais, il y avait une expatriation avec une entreprise qui était derrière, qui s'assurait que le collaborateur soit très bien couvert. C'est de moins en moins vrai, même s'il en existe encore aujourd'hui. Et donc c'est à l'assuré, à la personne qui décide de s'expatrier, de prendre toutes ces informations et de s'assurer d'être couvert correctement. Or ça, et ça c'est le point suivant très fort dans cette enquête, on voit que s'assurer de comprendre, c'est un gros enjeu et que la capacité, en tout cas le résultat de la compréhension de ce qui est couvert et de comment ça va fonctionner est encore lacunaire largement dans cette population. Oui, en effet, complètement. Comme vous pouvez voir sur cette diapositive, on a demandé justement le niveau de compréhension de leur couverture et on voit que les scores sur 10 sont vraiment très moyens. Donc là, vous voyez quand même le cas de rapatriement
le niveau de compréhension, le score du niveau de compréhension est de 4,7, donc c'est vraiment très moyen. C'est 4,7 sur 10, pardon. Oui, donc on est vraiment en dessous de la moyenne. Oui, on est vraiment en dessous de la moyenne. Voilà. Donc le plus fort, c'est celui de la clarté des remboursements, et encore, il n'atteint même pas les 6 sur 10. Donc voilà, on se rend compte que vraiment il reste vraiment un problème de compréhension des garanties et de la couverture assez important chez les expatriés en tout cas. Et ça, Rachida, ça fait des années qu'on en parle. C'est le cœur de votre métier? Oui, clairement, j'allais dire, et c'est pas faute de communiquer. Alors, clarté des remboursements, je suis assez contente parce que je pense qu'il y a quelques années, c'était même pas ce score-là qui s'affichait. Donc, ça veut dire que nos campagnes de communication fonctionnent. Et c'est important d'avoir un réseau, d'avoir des partenaires, d'avoir des relais aussi. Mais en fait, ce qu'on observe plus globalement, c'est que il faut continuer à communiquer. En fait, il faut surtout pas s'arrêter, mais que on commence, et c'est humain, on se pose la question quand on a le besoin. Et j'ai envie de dire aussi, avec le système français, on est aussi on est très bien assuré, mais en fait, on ne sait pas nécessairement en France comment ça se passe, enfin, tout est un peu fluide. Et quand on transpose le système français à l'étranger, c'est pas aussi fluide que ça, puisque on est aussi confronté à un système local et on pense que tout va être naturel. Nous, c'est régulièrement qu'on nous dit, je rentre en France, je pensais que le lien avec la sécurité sociale française allait se faire automatiquement. Voilà, c'est des choses où je pars à l'étranger, je pensais que vous étiez au courant. Non. Il y a quand même des démarches à faire et donc il y a, je le disais encore tout à l'heure et je pense que je vais le répéter à plusieurs reprises, c'est que on est maître de sa couverture santé et il faut se responsabiliser, il faut se renseigner. Et d'où l'intérêt pour vous tous qui nous écoutez, non seulement amis expatriés, mais je disais amis des expatriés, de relayer ce genre d'enquête, parce que on voit, et je vais le faire confirmer par Henri Baltia, à quel point cet enjeu de communication, de compréhension des systèmes et des couvertures n'est jamais réellement obtenu. Effectivement, Alix, et je confirme que pour April International, c'est un combat de plus de 40 ans. Clarifier, rendre les choses transparentes, accompagner en amont, avant l'expatriation, attirer l'attention des expatriés sur la manière dont ça fonctionne en dehors de la France. C'est totalement différent, c'est peu, c'est beaucoup, c'est très différent selon le pays. Et donc ça, c'est un enjeu que nous essayons d'adresser depuis 40 ans avec une certaine efficacité. Mais malgré tout, effectivement, en cas de sinistre, eh bien oui, ou en cas de rapatriement, il n'est jamais certain que les gens ont parfaitement compris la manière dont ça se passait et il peut y avoir des déconvenues pour certains assurés qui n'avaient pas bien appréhendé la manière dont ça allait se dérouler. Donc on travaille dessus très activement. Tous les acteurs du marché et April International est vraiment pionnier à ce sujet. Faisons des efforts très conséquents pour fluidifier la communication, mettre à disposition de nos assurés des outils, notamment digitaux, pour que les choses soient le plus claires possible. Et donc, j'espère que dans quelques années, nous verrons ces résultats progressivement augmenter. En tout cas, je suis assez confiant. Nos efforts conjoints y parviendront tôt ou tard. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Si on passe ce sujet difficile de l'information, de la compréhension des systèmes, Albine, en revanche, les résultats sont beaucoup plus positifs sur la qualité des soins sur place, l'accès aux soins sur place. Oui, tout à fait. Alors l'accès aux soins dans le pays d'accueil est noté 6,1 sur 10 en moyenne, donc sur l'ensemble du panel. Bon, c'est pas catastrophique, mais bon, ce n'est pas complètement rassurant non plus. Ici aussi, ce qu'on a fait, c'est une nouveauté sur notre enquête. Pour la première fois, on a créé des indices, voilà. Et donc on a fait un classement par pays, et là, on vous montre le top 3 des pays où la confiance est la plus élevée. Donc dans le domaine de l'assurance santé et de la santé en général. Là, donc, vous voyez Singapour qui arrive en tête, suivi de la Thaïlande et de la Suisse. Et par contre, pour les pays les plus compliqués, disons, vous avez le top 3 de Madagascar, du Gabon et de la Côte d'Ivoire.
On vous a mis aussi quelques verbatims qui sont très intéressants. Je vais vous les laisser les lire. Et aussi la question: avez-vous choisi de retourner dans votre pays d'origine pour recevoir certains soins? Vous voyez que quand même les chiffres restent quand même assez importants, avec plus de 40% qui ne rentrent qui rentrent jamais, et un grand pourcentage qui rentre soit dans le cadre de report de soins, soit de continuité de soins. Rachida, avec les retours que vous avez sur le terrain, est-ce que tu as été surprise par ces classements des pays où l'accès aux soins est les plus élevés ou les plus bas? Alors, pas complètement surprise. Là, je pense que ce qui est évalué, c'est un peu le réseau de soins, voilà. Et en fait, ce qu'on note quand même dans les verbatims, c'est qu'on parle beaucoup de privé. Donc moi, là où je suis pas surprise, effectivement, je vois, il y a pas de déserts médicaux en Tunisie, on a un rendez-vous assez rapidement dans le privé, mais ça a un coût. Donc moi, je vais reprendre notre casquette de sécurité sociale. Si on n'a pas les bonnes couvertures, et si on va pas dans les réseaux de soins des complémentaires ou des assureurs, la facture peut monter très très vite. Donc oui, on a un rendez-vous rapidement, mais derrière, est-ce qu'on a la possibilité de rembourser ou de payer? C'est les bonnes questions à avoir. Dans les pays où effectivement la confiance est un peu plus basse, je pense que j'ai pas forcément de grosses surprises, et c'est pour ça que nous, dans nos offres, il y a aussi la possibilité de se faire soigner en France. Et je le dis souvent, quand nous on regarde la part des remboursements effectués en France et à l'étranger, 50% de nos remboursements concernent des soins réalisés en France. Donc il y a quand même besoin de ce rattachement à la France, parce que on trouve peut-être pas de rendez-vous à l'étranger, mais en fait ce qu'on voit surtout, c'est qu'on veut garder ses habitudes. Il y a toutes ces facilités, CFE plus complémentaires de remboursement, et puis il y a aussi la barrière de la langue. Je le dis souvent, mais on peut être bilingue, on peut être installé depuis de très longues années à l'étranger, mais quand on a quelque chose de sérieux, on aime bien soit revenir en France auprès de ses proches, soit expliquer ses mots dans sa langue maternelle. Et là, on voit bien l'intérêt de cette enquête, où si vous qui nous écoutez, vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas, parce qu'avec plus de 6000 réponses, on peut avoir une granularité au niveau du pays. On peut pas tout vous présenter là, mais c'est sûr que les situations locales sont extrêmement différentes. Henri, sur cette perception de la santé, que ce soit sur la confiance qu'on peut attribuer dans le système ou sur la qualité des soins, quels sont les verbatims qui vous ont le plus marqué? Alors, donc effectivement, j'ai bien noté la difficulté d'accéder aux soins dans certains pays. Et effectivement, le niveau de confiance qui n'est pas nécessairement le même entre Singapour et la Côte d'Ivoire, comme on le voit sur l'écran. Et ça, chez April International, on l'a bien compris et on l'a adressé effectivement en renforçant ces dernières années nos services médicaux aux assurés. Et donc, on est tout à fait en capacité, au sein d'un pays ou au sein d'une région, d'orienter un patient en fonction de sa pathologie vers le bon prestataire. Vous prenez la Côte d'Ivoire, qui est un pays cité comme étant un des pays à confiance basse. Au sein de la Côte d'Ivoire, April International est en capacité d'orienter le patient vers l'établissement de soins qui va bien. Puisque le résultat de l'enquête, bien évidemment, est basé sur une moyenne, mais ça ne veut pas dire que tous les établissements sont avec un niveau de confiance hyper bas. Certains s'en sortent et délivrent des soins de qualité. Donc la problématique et le sujet donc de l'orientation médicale, en France comme à l'international, April International l'a bien compris et a des services spécifiques pour ces assurés, pour les accompagner au mieux en cas de situation médicale difficile. Et je souligne que c'est aussi bien valable en dehors de la France qu'en France, puisque comme Rachida le signalait tout à l'heure, nous voyons effectivement des assurés qui profitent de leur retour en France pour effectuer des soins dans l'Hexagone. Est-ce que vous voulez rajouter quelques choses les uns et les autres sur ce sujet du retour et de se faire soigner en France? Alors oui, alors par exemple, on observe que il y a des pics, les périodes estivales et les périodes hivernales, plutôt Noël, sont les occasions où les Français rentrent en France et donc en profitent pour se faire soigner. Ouais, moi j'aimerais ajouter que on ne dit pas souvent, mais la CFE rembourse
tous les 5 ans un bilan de santé. Donc ça peut être l'occasion en même temps de rentrer et de faire son bilan de santé et voir si tout va bien. C'est le check-up en fait finalement. Et c'est tous les 5 ans et c'est remboursé à 100% si c'est réalisé en France. Ça, c'est bon à savoir. On parlait de la confiance, qui est un des éléments de la satisfaction par rapport à l'offre de soins dans un pays. Mais il y a aussi beaucoup d'autres éléments. Il y a la qualité des soins, il y a l'accès aux soins, il y a le coût. Et tout ça, Albine, avec l'Expat Lab d'Expat Communication, pour la première fois, vous en avez déduit un indice, l'indice qu'on peut appeler d'Expat Santé de la CFE et April. Et c'est hyper intéressant parce que c'est la toute première fois et ça donne une vision avec du recul. Oui, tout à fait. On a créé cet indice composite qui croise la qualité, les accès aux soins, le coût, la sécurité et les complexités administratives qu'il ne faut pas oublier. Et le grand gagnant, eh bien là, vous voyez, c'est la Tunisie. Avec un taux de 69,25. Ensuite, nous avons la Chine et en troisième position, nous avons les Émirats arabes unis. Voilà, donc un indice plutôt intéressant. Et les grands perdants, c'est Madagascar et les États-Unis, comme vous voyez, avec un taux de 53,19 qui est plutôt un peu trop élevé. Alors là, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller regarder les détails, hein, parce qu'évidemment, un composite, ça reflète des choses extrêmement contrastées entre le prix et la qualité. Donc c'est intéressant de se dire que c'est la Tunisie qui s'en sort le mieux. Enfin, c'est pas la Tunisie, mais qui s'en sort le mieux, mais ceux qui habitent en Tunisie, qui trouvent le meilleur compromis. Rachida, est-ce que à la CFE, ça correspond à ce que vous entendez sur le terrain? Alors, en tout cas, j'entends pas l'inverse, mais c'est plutôt, moi j'ai plutôt entendre effectivement ces aspects de scoring sur l'Asie, mais c'est peut-être aussi lié à notre portefeuille. Nous, on assure un plus grand nombre de personnes. Alors au Maroc, mais c'est historique. Donc je vais entendre par exemple qu'au Maroc, effectivement, le niveau de soins est en amélioration. Donc oui, c'est assez surprenant et donc je pense que cet indicateur va être un indicateur qu'on va suivre de très près. Voilà, avec des réalités par pays extrêmement contrastées. Par exemple, le Canada qui est bas dans les classements parce que les délais de prise de rendez-vous sont extrêmement difficiles, extrêmement longs. Ou des pays comme la Thaïlande, extrêmement élevés sur la qualité des soins, donc dans des choses qui peuvent surprendre. Et Henri, comme vous le disiez, inciter vraiment à un traitement très local et à des recommandations très locales. Effectivement. Et donc, au niveau d'April International, on n'a pas vraiment été surpris par les résultats qui correspondent globalement à l'idée que nous nous sommes faits sur la base de notre portefeuille qui est distribué partout dans le monde. C'est effectivement l'idée que nous nous étions faites et nous corroborons les résultats. Alors, il y a un verbatim qu'on retrouve en permanence dans l'enquête, mais c'est des centaines et des centaines de fois. C'est ce constat un peu dépité des Français qui disent « mais en fait, le gros enjeu de la santé à l'étranger, c'est que en fait, ça dépend de l'argent. » Enfin voilà, ça fait rire sur le plateau parce que c'est un plateau d'experts qui vivent dans cette réalité en permanence. D'abord, ça devrait pas faire rire parce que c'est logique quand on n'a pas connu autre chose que la façon de se soigner en France. Et puis surtout parce que les conséquences peuvent être absolument dramatiques. Et on a un témoignage d'une expatriée que je remercie, qui est Sixtine, qui a accepté de nous raconter une anecdote importante. Et n'hésitez pas à diffuser cette anecdote parce que je pense qu'elle résume bien la difficulté pour les Français de comprendre en profondeur ces enjeux de santé à l'international. Nous sommes partis en famille, donc avec mon mari et nos 4 enfants en Californie. Le contexte c'était professionnel. Mon mari était muté aux États-Unis, donc on l'a suivi je l'ai suivi avec les enfants. Et donc, lors de cette expatriation, ton mari a été victime d'un accident de noyade loin de tout hôpital. On est parti camper avec des amis. Hugues était inerte dans l'eau, donc on pense qu'il a glissé, il a aucun souvenir, et qu'il s'est assommé.
Et il avait la moitié du visage dans l'eau, donc heureusement qu'ils l'ont pris en charge parce qu'en fait, il a fait ce qu'on appelle une noyade sèche. Et tout d'un coup, tous les bips ont commencé à sonner dans tous les sens et il a fallu qu'il l'intube pour extraire l'eau qu'il y avait de ses poumons parce qu'il était en train de se noyer, même à l'hôpital, quoi. Et eux, on n'avait pas d'assurance santé à ce moment-là. Hugues était entre deux jobs. Et n'avait plus de sécurité sociale, n'avait plus d'assurance santé. Et nous, on n'était pas du tout assurés avec la CFE. Enfin, on n'avait pas d'assurance française. On était vraiment, on n'était pas considérés comme expats. On était en contrat local. Et que quand il a commencé à se réveiller, à ce moment-là, les secours arrivent et je dis aux copains, écoutez, c'est pas possible. En fait, on va pas pouvoir payer la facture parce que on n'a pas d'assurance. Et les garçons, évidemment, se sont tournés vers moi en disant, on se débrouillera. Mais évidemment, il faut qu'il soit pris en charge, quoi. Même, je me souviens que Hugues avait reçu un coup de téléphone quelques semaines après en disant bon comment vous prévoyez de payer la note? Et la note, quand il lui avait donné le montant de la note, c'était, je dis n'importe quoi parce que je me souviens plus, mais c'était 150 000 balles, quoi. Enfin, oui, c'était un truc colossal, quoi. Et heureusement, à l'hôpital, donc quand je suis arrivée, enfin quand j'ai fait les papiers à l'hôpital, ils m'ont dit bon, quelle est votre assurance? J'ai dit il y en a pas. Ah bon, vous êtes combien dans la famille? On est 6 parce qu'on a 4 enfants. Enfin bon, bref. Et la personne me dit à l'accueil, me dit bon, vous allez pouvoir bénéficier d'Obamacare. Et effectivement, on a réussi à bénéficier de Medicare. Mais ouais, ça a été très stressant parce qu'en plus, ça a été quand même in extremis et puis Medicare rétroactif, tu vois, parce que oui, c'est ça. En fait, l'accident il s'était déjà passé et ils ont quand même réussi à faire passer la note sur Medicare. Oui, donc 150 000 € en jeu pour savoir si jamais Medicare va s'appliquer de façon rétroactive ou pas. Sixtine et sa famille ont eu de la chance cette fois-ci, mais combien de fois encore les consulats voient arriver des personnes des jeunes qui s'étaient dit moi ça va, je suis en bonne santé, ça va bien se passer pour moi, et qui se sont cassés la jambe, des femmes enceintes et qui n'avaient pas prévu que la couverture de la maternité n'est pas automatique. C'est donc vraiment un sujet sur lequel je reviens. Le plus important dans cette enquête, c'est vraiment la difficulté à comprendre ces enjeux. Est-ce que, notamment en parlant de maternité, je crois que Rachida, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, moi je fais beaucoup le parallèle entre la France et l'étranger, mais comme tu le disais, c'est aussi beaucoup de retours terrain où il m'est arrivé de rencontrer des personnes, des femmes notamment, qui ont connu une maternité à l'étranger, et ça c'est assez frappant, en tout cas pour moi, de me dire que ces personnes, en fait, en toute naïveté, pensaient vraiment que en France, quand on a une situation de maternité, on a l'employeur qui fait certaines déclarations auprès de la sécurité sociale, on a son médecin, son gynécologue, etc., qui va expliquer en fait aux patients comment ça se passe et ce qu'il faut bien envoyer à la sécurité sociale et ce qui doit être fait. Encore une fois, quand on n'a pas d'employeur derrière, et c'est de plus en plus le cas, c'est l'assuré qui doit contacter la CFE ou son assurance et expliquer, voilà, je suis enceinte, donc faire sa déclaration de grossesse. Enfin, c'est des choses qui peuvent nous paraître logiques quand on est en France, mais qui ne le sont pas à l'étranger. Et donc, il m'est arrivé en anecdote d'avoir des personnes qui me disaient voilà, j'ai été en congé maternité, ne serait-ce que pour le congé maternité, j'étais en congé maternité, j'ai même accouché, et j'attends toujours d'être remboursée de mes indemnités journalières. Et en fait, en creusant, aucune déclaration n'avait été faite. Alors, ça nous fait sourire, mais ça peut créer des situations complexes à l'étranger où la personne, donc là ça va, elle a pu visiblement s'en sortir sans ses indemnités journalières, mais il y a des personnes qui peuvent se mettre en situation critique avec une rupture de ressources ou de revenus, et donc c'est ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment se renseigner. Je peux pas plus le dire, c'est se renseigner, savoir comment ça va se passer et ce qu'il faut faire. Dans un contexte, et ça c'est aussi, on ne vous présente pas de là tous les chiffres parce qu'il y en a vraiment trop, mais où évidemment les coûts de la santé ont beaucoup augmenté. Alors les coûts des couvertures augmentent, mais proportionnellement à ceux de la santé qui sont extrêmement élevés. Donc ces enjeux sont encore plus importants. Le temps file et je voudrais qu'on se concentre sur deux dernières questions, et d'abord celle de la santé des femmes. En tout début, Albine, tu nous as dit que les femmes avaient un niveau de morale plus faible, et ça se retrouve tout au long de l'enquête.
Oui, en effet, Alix, on voit que le moral entre les hommes et les femmes a un écart de 5,7 pour chez les 50-59 ans, donc qui est quand même un écart assez important. Le plus inquiétant peut-être dans tout ça, c'est que 12% des expatriés aussi disent que leur bien-être psychologique est dégradé avec depuis leur départ, et les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes. Donc c'est un signal faible qui mérite une véritable attention. Et je rebondis sur cet enjeu de la santé psychologique, Henri. Ça, j'ai l'impression qu'en expatriation, c'est un sujet qui est peut-être encore plus mal adressé ou moins adressé qu'en France. Alors oui, effectivement. Alors chez April International, nous avons adressé le sujet très très tôt. Nous avons été précurseurs sur le marché en englobant donc dans nos produits des couvertures spécifiques visant à accompagner les personnes en situation de détresse psychologique. Donc on a vraiment été précurseurs. Et ce que l'on remarque surtout depuis le Covid, c'est un taux d'utilisation qui va crescendo. Et donc là, effectivement, le taux d'utilisation a été multiplié par 3 au cours de ces 3 dernières années. Donc, chez April International, la problématique avait été identifiée très en amont. Et le taux d'utilisation de tous les outils que l'on met à disposition de nos assurés, quel que soit leur âge, quel que soit homme, femme, bien évidemment, tout le portefeuille y a accès à différents niveaux. Le taux d'utilisation augmente d'une année sur l'autre de manière assez significative, ce qui reflète effectivement le fait que les populations expatriées, qui sont parfois dans une situation de primo-expatriation, en perte de repères, ont besoin d'un accompagnement spécifique face aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Ça, c'est un sujet majeur. Merci Henri pour ces précisions. Parce que quand on explique que la santé des femmes, et notamment des plus âgées, la santé mentale et le niveau de morale des femmes les plus âgées est largement inférieure à celle des hommes du même âge, on est toujours un peu, chez Expat Communication, toujours un peu prudent en disant attention, on ne fait pas trop de stéréotypes sur les femmes, c'est des sujets glissants. Néanmoins, on voit bien que ce niveau de morale des femmes se dégrade avec l'âge, avec notamment le fait d'être dans la situation de conjoint expatrié. Et ça, c'est vraiment la population qu'on peut isoler la plus en fragilité sur le plan de la santé psychologique et de la santé tout court, nous montrent d'autres chiffres, en expatriation. Ça, c'est un sujet que la CFE, Rachida Kassi, vous adressez depuis très longtemps. Et oui, parce qu'effectivement, la femme, le conjoint suiveur est plus vulnérable que le conjoint qui est pas en expatriation. Et ça, c'est depuis toujours. Alors ça évolue, hein, les raisons de ce moral et de cette vulnérabilité évoluent. Alors nous, on accompagne beaucoup, notamment avec vous et plus particulièrement Femmes Expat sur les conseils, les points de vigilance, la sensibilisation effectivement aux points de vigilance et surtout le fait de ne pas rester dans une situation de vulnérabilité. Donc les points à checker en amont pour pas se retrouver en situation de vulnérabilité. Et puis il y a des éléments comme la retraite. On est conjoint suiveur. En France, on travaillait. Souvent, on démissionne de son travail pour suivre son conjoint, qui lui va travailler à l'étranger. Donc il est possible, en adhérant à la CFE, de pouvoir continuer à cotiser pour ces trimestres en France. Donc c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais on a énormément d'informations sur le sujet. Et voilà, donc il faut rester connecté. Voilà. Des combats de longue date, comme vous le voyez. Alors, pour finir, je vous propose qu'on inverse la perspective. C'est-à-dire qu'on a été beaucoup là dans le mode, oui, donc on va aider les Français qui sont à l'étranger ou les expatriés à avoir une aussi bonne couverture qu'en France. Mais les expatriés, à travers l'enquête, Albine, ne nous disent pas que ça. Ils nous disent aussi il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent à l'étranger et qui seraient intéressantes peut-être de reproduire ailleurs. En tout cas, on apprend beaucoup à se soigner à l'étranger. Oui, tout à fait. On a d'ailleurs pu identifier quelques verbatims que vous voyez donc à l'écran là. Donc en Thaïlande, l'infirmière fait les constantes dès l'arrivée. Voilà, quelque chose qui n'est pas forcément, qui se fait pas forcément ailleurs. Voilà, donc là vous avez 3 exemples en Thaïlande, au Japon et en Suède sur des pratiques très différentes. Et on pourrait peut-être oui.
Donc, ce qui est sûr, c'est que les assureurs des Français de l'étranger pourraient avoir des idées pour améliorer la situation en France, parce qu'il y a vraiment des bonnes pratiques dans tous les pays. Et ça, c'est une vieille conviction chez Expat Communication, c'est que pour aider nos pays à se transformer, il faudrait que les expatriés en soient le plus acteurs possible. On va finir avec vous, Henri et Rachida, peut-être un conseil que vous voudriez donner aux expatriés sur leur santé. Rachida, tu veux y aller? Après toi, Rachida. Moi, je vais le redire, hein, c'est de rester, de rester responsable en fait de sa couverture santé et de faire les bons choix. Je le dis souvent, dans précédentes enquêtes, on a pu constater que les personnes ne réinterrogent pas leur couverture santé ou les choix qu'ils font après être partis et donc se retrouvent moins bien couverts, pas par conviction, mais parce que voilà, ils n'y prêtent pas attention. Donc c'est de penser à bien réinterroger si on est bien couvert aux différents moments de leur vie à l'étranger. Et voilà, on ne cesse de le dire, hein, on part de moins en moins avec un filet de sécurité, il y a moins l'employeur derrière, donc de faire attention. Et je le disais en démarrage, le monde bouge tellement vite qu'aujourd'hui on se croit couvert, peut-être que demain on ne l'est pas. Donc voilà, il faut choisir la solution la moins dangereuse et celle qui va moins nous mettre en situation de vulnérabilité. Alors chez April International, on va tout à fait dans le sens que Rachida vient d'indiquer. Donc il est extrêmement important de partir avec une bonne couverture et d'interroger régulièrement le prestataire qui a été sélectionné. Je voudrais peut-être souligner, au-delà des couvertures en elles-mêmes, l'importance des services complémentaires que le prestataire d'assurance sélectionné est en capacité de délivrer. On remarque chez April International que nos services médicaux qui consistent à orienter le patient qui ne sait pas s'il doit aller dans tel ou tel hôpital ou qui a des difficultés pour identifier un partenaire de soins, eh bien, ces services qui sont extrêmement présents chez April International font une réelle différence au quotidien et contribuent vraiment à maintenir un niveau de satisfaction élevé chez les assurés. Au-delà du niveau des garanties, c'est vraiment l'accompagnement qui est notre leitmotiv. Et nous avons des centaines de collaborateurs présents non seulement à Paris, mais également en Asie et au Mexique, qui sont en capacité d'accompagner efficacement nos assurés 24/7, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent. Donc ça, c'est pour moi vraiment l'élément clé. Au-delà et en plus des garanties en elles-mêmes et de ce qui est couvert ou pas couvert, c'est vraiment l'accompagnement. Merci beaucoup à vous deux, merci à la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, et à April International d'être les partenaires de cette enquête, dont on espère qu'elle va encore grandir, et vraiment on invite tous les acteurs de la santé qui voudraient nous rejoindre à venir pour avoir toujours plus de force et de finesse dans ces analyses. Merci à vous tous expatriés qui avez répondu, qui avez pris du temps. Vous voyez que votre temps est utile. Il permet de mieux prévenir les autres expatriés de ce qui les attend. Il permet d'adapter les offres qui vous sont faites. Il permet aussi de discuter avec les pouvoirs publics en apportant des données sur votre situation. Donc, merci à vous qui avez répondu et à tous ceux qui ont relayé l'enquête. Les enquêtes d'Expat Communication continuent puisque cet été, nous allons avoir une grosse enquête qui portera sur les conditions de vie à l'étranger. On a parlé de la retraite, on a parlé de l'épargne, on a parlé de la sécurité, etc. Ça, c'est la grande enquête de l'été. On aura aussi en même temps une enquête sur l'éducation internationale. Et puis, on vient de parler des conjoints. Si le sujet de l'accompagnement des conjoints expatriés vous intéresse, sachez que Expat Communication organise un webinaire à ce sujet lundi prochain, 22 juin, à 9 h en ligne et en présentiel à Paris. Merci beaucoup à tous pour votre attention et à bientôt.